Merci d'avoir choisi le MagEco, une émission partenaire des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Hugues Morel, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Vous êtes président des EDC en Sarthe et vous revenez des assises nationales de votre mouvement. Vous revenez visiblement enchanté. Racontez-nous tout. Écoutez, oui, effectivement, ça a été un très très beau moment. Les assises nationales se sont tenues cette année à Bordeaux. Organisées par les équipes d'Aquitaine et le bureau national, il y avait quand même 2600 participants. C'est impressionnant, il faut le reconnaître. Quel est le programme type des assises nationales ? Alors, les assises nationales, c'est toujours 2 jours et demi, du vendredi matin au dimanche après la messe, avec une célébration protestante le samedi. Je rappelle que les EDC, c'est un mouvement œcuménique. Et c'est une combinaison de réunions plénières et d'ateliers, de temps d'échange et de pauses. Et puis les familles nous reçoivent à dîner le vendredi soir, des familles d'ailleurs qui ne sont pas forcément des EDC. Et une grande soirée est organisée le samedi soir. Et l'ambiance, vous pouvez imaginer, c'est très festif, c'est enthousiasmant. On y retrouve des dirigeants de toutes les régions, animés par ce même service du bien commun, et qui sont avides d'entendre les réflexions d'intervenants sélectionnés sur leur parcours professionnel, les réflexions à propos de leur expérience, sur finalement de pouvoir voir comme ça leur maturité, leur charisme et puis leur alignement avec le thème des assises. Il y a donc un thème, un fil rouge on peut dire. Oui, il y a toujours un thème et donc à Bordeaux cette fois-ci c'était Réenchantons le travail, vaste programme. Et pour ce vaste programme, quels étaient les intervenants et qu'est-ce que vous en avez retenu, Hugues ? Alors il y avait beaucoup d'intervenants, donc je ne vais pas tous vous les citer, bien que tous le mériteraient. Mais je vais plutôt vous lire quelques notes que j'ai prises à la volée au fur et à mesure des interventions, un peu dans le désordre, si vous voulez bien. On vous écoute. Alors, je vais commencer par Pierre-Yves Gomez. J'ai fait une sélection, donc je demande pardon à ceux qui ne sont pas dans cette liste. Mais voilà, Pierre-Yves Gomez, toujours lumineux, qui nous a parlé du travail en faisant référence à Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Ces aviateurs qui travaillaient dans des conditions épouvantables pour livrer du courrier au prix de leur vie. Et Pierre-Yves Gomez nous soulignait qu'il y a quelque chose de dérisoire dans cet objet et pourtant d'enthousiasmant, parce que c'est le fruit d'un collectif. C'est un projet qui unit et qui permet aux hommes de se dépasser, et ça touche au sublime. C'est un mot qu'il a utilisé très souvent. On est loin du narcissisme, on est loin de l'épanouissement, du bonheur au travail, toutes ces valeurs-là que l'on prône aujourd'hui comme un levier de motivation. Lui, il dit arrêtons de nous centrer sur le nombril du travailleur. C'est en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Et Saint-Exupéry a dit donc être homme, c'est précisément être responsable, c'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir donc que l'on contribue à bâtir le monde. Vous voyez, ça change complètement la perspective. Et il nous a fait observer que finalement, quand on parle beaucoup de pénibilité au travail, il dit mais regardez le sportif qui prépare ses courses dans la souffrance et la douleur pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Et dit-il, je n'ai encore jamais entendu dire qu'il faut réformer le sport pour le rendre moins pénible. C'est vrai que c'est finalement assez paradoxal, cette histoire de pénibilité. Il ne s'agit pas de se focaliser d'abord sur la pénibilité au travail, mais plutôt sur le but que l'on se donne au travail et décider si ça en vaut la peine, la sueur ou l'effort. Il cite encore, tu es là pour accomplir ta mission de fécondité, pour agir pour que le monde soit un peu plus beau. Et finalement, c'est le sens de la spiritualité chrétienne au moment où celui de la spiritualité matérialiste montre ses limites. Et dit-il, la grève collective a fait place à la grève individuelle, le désengagement personnel face à un travail lorsqu'il n'y a rien de sublime, d'énergie collective, alors on se retire et on essaye de trouver ailleurs des sources d'enthousiasme dans toutes les autres formes de travail, le travail familial, associatif, politique, etc. Une autre table ronde s'est tenue, mais cette fois-ci en début d'après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est
Alors dans cette table ronde, il y avait donc 3-4 personnes, en particulier quelqu'un de très original dans ce type d'assemblée, c'est l'ex-capitaine de l'équipe de France de rugby, Fabien Pelouse, On parlait qui de nous sportifs. a donné un certain nombre d'anecdotes. J'ai retenu l'une d'entre elles, en fait, qui montre bien que le leader inspire confiance quelquefois par des toutes petites choses. C'était au moment du match France-Angleterre de 2006 au Stade de France, dans les vestiaires avant l'entrée dans le match, alors que Fabien était en train de mettre ses bandelettes autour de ses doigts, son demi de mêlée Dimitri Yachvili est venu le voir cherchant à trouver confiance auprès de son capitaine. Et Fabien lui a donné la clé strap de ses bandelettes en lui disant « La clé, c'est toi qui l'as maintenant ». Et dit-il, Dimitri n'a jamais aussi bien joué, c'est lui qui a marqué tous les points. À l'issue du match, il a retrouvé Fabien et il lui a dit « C'était grâce à ta clé strap, en la sortant de sa poche ». Vous voyez, la morale, c'est qu'effectivement, on peut croire qu'on attend du leader, du remarquable. En fait, on attend simplement qu'il soit inspirant et qu'il puisse donner confiance. C'est un bien beau message. Il y avait sans doute d'autres intervenants? Oui, alors d'autres, par exemple Denis Thérien, administrateur, donc qui a parlé des qualités qu'on attend d'un leader. Et j'ai noté authenticité, courage, exigence, bienveillance. Ce ne sont pas forcément des qualités qu'on citerait en premier. Mmh. Et puis, le fondateur de Michel Augustin, l'un des deux, là, Augustin Paluel-Marmont, lui, il a cité l'audace et le courage. De nouveau, vous voyez, il y avait une sorte d'unanimité, là. Et alors là, c'était très, très divertissant. C'était Mélanie Lévy-Thiebaud, qui est une chef d'orchestre, et elle a évoqué l'humilité pour le leader. Elle disait, moi je me vois comme un centre, et si vous avez fait de la géométrie, vous saurez que le centre, c'est un point, et c'est rien, en fait. On peut même pas, on peut le dessiner, mais en fait, il n'a pas d'épaisseur, il n'a pas de largeur, de longueur, de hauteur. Elle se voit comme un centre. Et les musiciens sont autour d'elle, et c'est un point invisible des spectateurs, un point qui accepte d'être muet. Et finalement, elle dit, je dirige par la seule énergie que je dégage. Et là, elle nous a fait une petite illustration qui était tout à fait convaincante pour le prouver. Elle s'est levée face à nous. Je rappelle, donc, il y avait plus de 2500 personnes. Tout de même, oui. Et elle nous a demandé de chanter Frère Jacques. Donc, évidemment, il y a eu un brouhaha inaudible. Elle a alors arrêté le mouvement et elle a débriefé en nous montrant à quel point il y avait eu cette cacophonie. Et puis, elle a joué son rôle devant nous avec ses bras et cette énergie qui la caractérise. Et les 2500 personnes l'ont suivi immédiatement, lui faisant confiance, sans état d'âme, à l'unisson. Et le résultat a été saisissant. Oui, mais également, donc on a quand même un panel assez large. Fabien Pelouse, donc il est intervenu une seule fois? En fait, non, les gens parlaient tour à tour, et puis j'ai retenu une autre chose aussi intéressante de Fabien Pelouse. Il a insisté sur le parler vrai, en nous expliquant que c'est le parler vrai qui est en fait à l'origine de la troisième mi-temps que tout le monde connaît dans un match de rugby. La fameuse. La fameuse troisième mi-temps. Et il dit, cette troisième mi-temps, elle sert à se dire les choses une fois qu'on l'on s'est un peu désinhibé avec de l'eau pétillante, comme il dit. Ou autre chose, mais on dira de l'eau pétillante. Ou autre chose, voilà. Et il dit, c'est le moment, surtout quand il y a des reproches à faire sur des erreurs dans le jeu. Ça permet de vider son sac, parce que si il n'y avait pas cette troisième mi-temps, il en resterait de l'amertume, et on ne pourrait pas vraiment faire équipe, on ferait semblant. Et c'est vraiment très riche. C'est très riche. Hugues Morel, on sent que vous êtes vraiment enthousiaste à ce retour. Est-ce que dans votre carrière, ou plutôt je préférerais employer le terme, dans votre parcours, vous avez assisté à des interventions aussi riches en tant que professionnel, ou même avant cela en tant qu'étudiant? Alors oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. En fait, il se trouve que dans les séminaires qu'on anime, on a ces exercices de parler vrai.
on appelle ça le j'attends, j'apporte, ou l'exercice des attendus respectifs, où on demande à des personnes de se mettre en binôme, et souvent on essaye que ce soit des personnes qui n'ont pas vraiment retrouvé confiance l'une en l'autre, et pour lesquelles l'atelier va être plutôt riche, si ça fonctionne bien, et on leur demande finalement de préparer ce qu'ils attendent de l'autre, et ce qu'ils pensent apporter à l'autre. Et si tout va bien, normalement, ce que j'attends de toi, tu me l'apportes, et puis ce que je t'apporte, tu l'attends de moi. Ça, c'est dans le cas idéal. C'est un exercice de parler vrai, parce que c'est rare quand tout correspond, et c'est vraiment l'occasion de vider son sac et de le faire dans la bienveillance. Et peut-être même, justement, de stopper, d'éliminer ces amertumes qu'on peut avoir. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de ce que tu fais pour moi, mais aussi ce que tu es. Donc on peut parler de comportement. Voilà, j'attends de toi que tu sois d'une humeur plus bienveillante. J'attends de toi que tu sois plus dans le positif que dans le cynisme. Ce genre de choses. Eh bien, j'ai remarqué que cet exercice-là donnait des résultats quelquefois qui étaient juste incroyables, quoi. Des personnes qui n'arrivaient pas à travailler ensemble depuis des mois et qui simplement, par cet exercice de parler vrai, repartaient, j'allais dire, bras dessus, bras dessous. Et donc peut-être des exemples que vous avez, d'autres exemples que vous avez vécu d'interventions aussi riches? Alors oui, je repense à Michel Sarrat dans une autre plénière, patron d'une entreprise qui s'appelle GT Solutions, une entreprise de transport routier, et qui a commencé en nous disant que les routiers, ils ont quelquefois un métier qui est un peu ingrat. Il faut le dire, oui. Par ironie, on dit, toi finalement, t'es qu'un tourneur de volant. Je ne connaissais pas l'expression, mais moi non plus, j'avoue. Assez péjoratif. C'est pas très sympathique, effectivement. Voilà. Et donc, son but, finalement, en tant que patron, c'était d'enthousiasmer ses collaborateurs, comme on devrait tous le faire en tant que patron. Et bien pour ça, il a lancé 2 projets. D'abord, élaborer la raison d'être de son entreprise de façon collaborative. Donc, c'était pas du top-down, c'était vraiment quelque chose où il a impliqué tout le monde. Donc, 120 collaborateurs, dont 80 conducteurs ont contribué à ce projet. Et puis, dans un deuxième temps, la mise en œuvre du principe de subsidiarité, où les conducteurs prennent les décisions eux-mêmes au bon moment, dans des équipes capables de gérer de façon autonome des choses comme le planning, les congés, la maintenance et même le recrutement. Et il a même en plus mis en place la participation, en nous disant cette phrase que l'on pourrait méditer longtemps, qui est « Ce qui rend heureux, ce sont les liens, pas les biens ». Tout est dit. Et d'ailleurs, tourner le volant, ça pouvait être dit de manière péjorative, mais c'est vraiment une décision qui peut sauver des vies et qui est vraiment prise en direct par le chauffeur routier, c'est ça? Mais bien sûr, et on peut constater qu'effectivement, ils ont cette responsabilité qui est très lourde. De vie ou de mort quand ils conduisent un 38 tonnes, c'est clair. Hugues Morel, on vient de finir cette première partie sur ce retour des assises des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, émission retrouve en podcast sur RCF. On se retrouve pour la suite la semaine prochaine à la même heure? Eh bien, si vous voulez, très bien, avec plaisir.